Quel intérêt a l'homme à proclamer sans cesse, dans le domaine de la science, de la religion, de l'art, et dans toutes sortes de manifestations de la vie, qu'il est un homme et non un animal, que la tâche suprême de l'homme consiste à supprimer la partie animale de son être, à entretenir des valeurs supérieures que le petit animal sauvage qu'est l'enfant, doit être éduqué et transformé en être humain supérieur. Comment se fait-il que l'homme mette tant de zèle à couper la branche biologique sur laquelle il est assis, de laquelle il est issu, et à laquelle il est indissolublement lié? Comment se fait-il qu'il n'aperçoive pas les dommages, maladies mentales, biopathie, sadisme, guerre, que son reniement de sa nature biologique lui cause dans le domaine de la santé, de la culture, de l'idéologie? L'intelligence humaine est-elle capable d'admettre que la misère humaine ne peut être vaincue que si l'homme reconnaît totalement sa nature animale? L'homme ne comprendra-t-il jamais que ce qui le distingue des autres animaux n'est rien d'autre que l'amélioration de sa sécurité vitale, et qu'il doit mettre un terme au reniement irrationnel de sa vraie nature? Éloignons-nous de la sexualité. Voilà la devise de toutes les formations d'idéologie humaine. Peu importe le travesti choisi par telle ou telle idéologie. Ainsi, le fasciste parlera du surhomme authentique, le communiste de l'honneur de la classe prolétarienne, le chrétien de la nature spirituelle et morale de l'homme, le libéral des valeurs humaines supérieures. Au fond de tout cela, on entend toujours la même chanson monotone: je ne suis pas un animal, j'ai inventé des machines, aucun animal n'a inventé des machines, je n'ai pas d'organes génitaux comme l'animal. C'est là la source de la surévaluation de l'intellect, de la raison pure, mécaniste, logique, par rapport à la pulsion, l'opposition de la culture à la nature, de l'esprit au corps, du travail à la sexualité, de l'état à l'individu, du surhomme au sous-homme. Qui dira tout le malheur que l'idée platonicienne de l'état a porté dans le monde? Si l'homme connaît mieux le politicard que le savant, c'est qu'il ne veut pas qu'on lui rappelle son état d'animal sexuel. C'est qu'il ne veut pas être un animal. Vu sous ce jour, l'animal est dépourvu d'intelligence. Il n'a que de mauvais instincts. Il manque de culture. Il est poussé par des pulsions basses. Il ignore les valeurs et ne se soucie que de ses besoins matériels. Ces constatations sont faites de préférence par un type d'homme qui voit dans la chasse à l'argent le contenu de sa vie. L'homme devrait être heureux de vivre sans sadisme, sans perversion, sans bassesse, comme n'importe quel animal, fourmi ou éléphant. L'homme a été assez vaniteux pour s'imaginer que la Terre est le centre du monde, la seule planète habitée de l'univers. Tout aussi néfaste est sa philosophie selon laquelle l'animal serait un être sans âme et sans morale, parfois même immoral. Si je me déclarais un saint bienfaisant tout en fracassant le crâne de mon voisin avec une hache, je finirais logiquement dans un asile d'aliénés ou sur la chaise électrique. Mais l'homme qui proclame ses valeurs idéales tout en adoptant un comportement contraire s'engage dans la même contradiction. Qu'il exprime cette contradiction par des formules sociologiques pompeuses telles que le siècle des guerres et des révolutions, sublime souvenir du front, sommet de l'évolution de la stratégie militaire, de la tactique politique, ne change rien au fait que sa cécité et sa confusion mentale ne sont nulle part plus grandes que dans le domaine de son organisation biologique et sociale. Il est évident que cette attitude n'est pas naturelle, mais qu'elle est l'aboutissement de l'évolution de la civilisation mécaniste. Elle a débuté quand l'ordre patriarcal a entrepris la restructuration de l'homme dans le sens autoritaire par la régression et le refoulement de la génitalité des enfants. La répression de la nature de l'animal dans l'enfant a été et est encore l'instrument essentiel de la transformation de l'homme en sujet et en robot. Au cours des millénaires d'évolution mécaniste, la vision mécanicienne de la vie s'est enracinée de génération en génération, profondément dans le système biologique de l'homme. Ce faisant, elle a effectivement modifié ses fonctions dans un sens mécaniste. Le processus de la destruction de la fonction génitale de l'homme a entraîné son engourdissement plasmatique. L'homme s'est cuirassé contre tout ce qu'il y avait de naturel, de spontané en lui. Il a perdu le contact avec la fonction d'autorégulation biologique. Il ressent une vive angoisse devant tout ce qui est vivant et libre. L'homme dit civilisé prit une allure raide, mécanique. Il perdut sa spontanéité, c'est-à-dire qu'il tourna à l'automate, à la machine cérébrale.
Il ne croit pas seulement qu'il fonctionne comme une machine, mais il fonctionne effectivement comme un robot d'une manière mécanique. Il vit, il aime, il est, il pense comme une machine. En s'engourdissant biologiquement et en perdant sa fonction d'autorégulation dispensée par la nature. Il adopta une série d'attitudes caractérielles dont l'aboutissement le plus extrême est la peste dictatoriale, conception hiérarchique de l'État, administration mécaniste de la société, peur des responsabilités, désir ardent d'un leader, nostalgie d'autoritarisme, manie de recevoir des ordres, pensée mécaniste en matière de sciences naturelles, meurtre mécanisé en temps de guerre. Ce n'est pas un hasard si l'idée platonicienne de l'État est née dans le milieu d'esclaves grecs. Ce n'est pas non plus un hasard si elle a survécu jusqu'à ce jour. La sujection aux corvées a été remplacée par l'esclavage psychologique. Par l'éducation, la science et la philosophie de la vie, l'homme ne cesse de reproduire l'organisme robot. Cette mutilation biologique fête ses triomphes les plus insensés dans le mot d'ordre « Éloignons-nous de l'animal par la lutte du surhomme contre le sous-homme ». Or, il est impossible de tuer avec les seules philosophies mécanistes et les seules machines. C'est pourquoi on a recours au sadisme, pulsion secondaire née de la répression de la nature, seul caractère de poids distinguant au plan structurel l'homme de l'animal. L'appel à la liberté est un signe d'oppression. Il retentira tant que l'homme ne se sentira pas libre. Il peut prendre des aspects variés. Dans le fond, il ne signifie qu'une seule chose. La protestation contre le raidissement insupportable de l'organisme et de la mécanisation des institutions vitales qui s'opposent violemment aux sensations de vie naturelle. Si l'on assiste un jour à l'instauration d'une société où ne retentira plus l'appel à la liberté, on pourra dire que l'homme a vaincu sa mutilation biologique et sociale et conquis la liberté authentique. Quand l'homme reconnaîtra de nouveau sa nature animale, au bon sens du terme, il pourra créer une culture authentique. Poussés par les politicards, les masses humaines ont l'habitude d'attribuer la responsabilité des guerres aux potentats du moment. Ainsi, on a dénoncé pendant la Première Guerre mondiale les industriels des armements. Pendant la Deuxième, le grand psychopathe. C'est vouloir rejeter la faute sur d'autres. En réalité, les seuls responsables de la guerre sont les masses humaines qui disposent de tous les moyens nécessaires pour l'empêcher. Elles supportent ainsi les conséquences atroces de leur apathie, de leur passivité et parfois de leur participation active. Souligner la faute, la responsabilité entière des masses humaines, c'est les prendre au sérieux. Les plaindre en faisant d'elles de pauvres victimes, c'est les traiter en enfants irresponsables et impuissants. Le vrai combattant de la liberté choisira la première attitude, tandis que le politicard donnera sa préférence à la seconde. En dépit de la précision de la mécanique sociale, il n'existe à ce jour aucune définition scientifique du mot liberté. Pourtant, aucun autre mot n'a donné lieu à plus d'abus et à plus de malentendus. La notion de démocratie du travail n'est ni un programme politique, ni l'anticipation intellectuelle d'une planification économique ou de quelque ordre nouveau. La démocratie du travail est un état de fait qui jusqu'ici a échappé au regard de l'homme. La démocratie du travail ne peut être organisée. Pas plus d'ailleurs que la liberté. Il est impossible d'organiser la croissance d'un arbre, d'un animal ou d'un homme. Elle est autorégulatrice et n'a pas besoin de loi ou de règlement. Une fois de plus, tout ce qu'on peut faire, c'est gêner son évolution ou en abuser. La civilisation au sens positif du terme ne peut signifier que la création de circonstances favorables à l'épanouissement des fonctions naturelles de l'amour, du travail et de la connaissance. Si la liberté ne peut être organisée parce que toute organisation s'oppose à la liberté, on doit même organiser les conditions permettant aux énergies vitales de prendre leur élan. Vu ainsi, la liberté est une réalité simple, parfaitement compréhensible et facile à manier. Il est inutile de conquérir la liberté. Elle existe spontanément dans toutes les fonctions vitales. Ce qu'il faut conquérir, c'est la suppression de toutes les entraves à la liberté. L'homme de science, qu'il soit éducateur, tourneur, technicien, médecin, etc., est tenu d'assurer et de maintenir un processus social de travail. Il se trouve donc dans une situation sociale difficile. Il faut qu'il prouve dans la pratique chacune de ses affirmations. Il doit œuvrer péniblement, réfléchir, chercher des voies nouvelles, reconnaître ses erreurs, examiner et refuter des théories erronées s'il se trouve être chercheur, s'exposer à la méchanceté humaine dès qu'il réalise un accomplissement fondamentalement nouveau, lutter jusqu'au bout. Il n'a que faire du pouvoir,
Car le pouvoir ne permet pas de construire des moteurs, de fabriquer des sérums thérapeutiques, de voler dans la stratosphère, d'élever des enfants, etc. L'homme de science qui travaille vit et œuvre sans armes. Le mystique et l'idéologue politique jouissent, par rapport aux travailleurs, d'une situation privilégiée. Personne ne leur demande de prouver ce qu'ils disent. Ils peuvent promettre de faire descendre Dieu sur terre, de sortir le diable de l'enfer, d'installer le ciel à partir de leur bureau ministériel. Ils sont sûrs que personne ne leur demandera des comptes ou les accusera de duperie. Si nous y réfléchissons bien, nous arriverons à la conclusion que quelque chose doit être faussé dans le concept de la liberté d'opinion. Si elle permet à un peintre raté, comme Hitler, en quelques années une position dans le monde à laquelle aucun des grands pionniers de la science, de l'art, de l'éducation, de la technique n'a jamais pu prétendre dans le cours de l'histoire humaine. Tout au long de l'histoire de la société humaine, c'est toujours la discipline autoritaire de l'État qui a étranglé la sociabilité naturelle et la joie du travail. C'est toujours l'État qui a étranglé la société, la sainteté obligatoire de la famille, qui a étranglé l'amour entre hommes, femmes et enfants, la morale imposée qui a étranglé l'honnêteté jaillissant de la joie de vivre naturelle, le politicien qui a étranglé ceux qui travaillent. Un politicien peut tromper des millions d'individus en leur promettant la liberté sans être obligé de tenir sa promesse. Personne ne lui demande des preuves sur ses capacités et les possibilités de réalisation de ses promesses. Il lui est même loisible de changer d'avis d'un jour à l'autre et de promettre demain le contraire de ce qu'il a promis hier. Personne n'empêche un mystique d'inculquer aux masses la croyance en une vie après la mort sans leur en fournir l'ombre d'une preuve. Qu'un ingénieur des chemins de fer s'arroge les droits qu'on accorde si généreusement aux politiciens et aux mystiques, on le mettrait aussitôt en prison ou dans une maison de santé. S'il racontait à quelques douzaines de personnes désireuses d'aller d'une ville à l'autre, qu'il est capable d'aller sur la Lune. C'est la confusion entre travail et politique, entre réalité et illusion. C'est précisément l'erreur de considérer la politique comme une activité humaine rationnelle, comme par exemple de semer ou de construire, qui ont permis à un apprenti peintre comme Hitler de précipiter le monde dans le malheur. Et c'est là une des principales raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre, que je n'ai pas écrit pour mon plaisir, afin de mettre en évidence cette erreur catastrophique de la pensée humaine et d'écarter à tout jamais l'irrationalisme de la politique. La suppression de la politique et la suppression de l'État était précisément le but des fondateurs de la politique soviétique, but oublié par les politiciens. Il suffit pour bien se pénétrer de la nature de la politique de se rappeler qu'un Hitler a pu tenir en haleine le monde entier pendant de longues années. Hitler, comme génie politique, nous a dévoilé l'essence même de la politique en général. Avec Hitler, la politique a atteint son plus haut point de développement. Nous avons vu ses fruits et la réaction du monde. Bref, je crois que le XXe siècle et les catastrophes qui l'ont marqué ouvrent une nouvelle ère sociale exempte de politique. Il est impossible de prévoir quelle sera, dans l'extermination de la peste émotionnelle politique, la part de la politique elle-même et celle des fonctions consciemment organisées de l'amour, du travail et de la connaissance. Wilhelm Reich, 1945.